Aujourd'hui, je reviens encore parce que je ne veux pas me soustraire de la société, compte tenu du fait que on ne peut pas penser à une perspective en nous taisant sur les soubresauts du présent, quoi. Et de toute évidence, il faut noter que depuis le 7 octobre, nous assistons à ce que le monde sait faire, un manichéisme, avec deux grands clans qui sont en train de prétendument se construire sous l'égide des hommes de médias et les consultants médias, c'est-à-dire que des connaisseurs potentiels, mais véritablement des charlatans, qui arrivent à dessiner au mur deux courants de pensée. Soit on est islamophobe ou islamophile, soit on est antisémite, soit on est pro-israélien. Pour dire que à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le monde avait pensé à une régulation. Parce que face à la barbarie qui avait de façon brutale entamé les relations entre les États, on avait pensé que face à la puissance, face aux intérêts, il fallait établir des lois. Et que cette loi-là devait plus ou moins normaliser les relations entre les États. Et cette trajectoire du monde devait petit à petit nous sortir de la jungle pour une société plus ou moins humaine ou humanisante. Depuis lors, nous avons constaté avec amertume que l'occidentalisme ou le moralisme, qui est le bras séculier de l'occidentalisme, est en train de s'évanouir. On pourrait même dire qu'il est en train de fondre comme du beurre au soleil. Mais le concept de l'occidentalisme, c'est un concept que j'emprunte à Dominique de Villepin, qui définit ce courant de pensée comme un courant qui caractérise l'arrogance de l'Occident, la cécité de l'Occident, le mutisme de l'Occident et surtout leur tentative à vouloir imposer aux autres leur vision du monde tout en voulant obtenir leur adhésion que par des contraintes. Alors qu'il dit bien que où il faut chercher à vaincre, il faut plutôt convaincre. Ce qui autrefois s'imposait à tous par une rhétorique est en train de se diluer. Car depuis 2009, avec les smartphones, chacun a accès tout au moins à un média. Ainsi, il y a comme une sorte d'émancipation sur le plan intellectuel où des êtres humains refusent de subir la trajectoire de la pensée qui leur est destinée en voulant eux-mêmes construire leur propre trajectoire. C'est ainsi que dans cette logique, il y en a comme moi qui découvrent que le narratif qu'on oppose à la crise israélo-palestinienne est le même qu'on oppose à tous les conflits. C'est l'islamisme qui prend la place du communisme et les principaux acteurs du camp adverse sont traités comme des terroristes, c'est-à-dire disqualifiés pour entreprendre quoi que ce soit. Toute tentative qui vise à instrumentaliser cette logique-là a pour seul objectif de laisser naître d'autres interlocuteurs qui,
du point de vue des maîtres, ne représenteraient pas l'intérêt de leur camp, mais viendront plus ou moins défendre les intérêts de ceux qui semblent être les véritables prétendus maîtres de cette terre. Vous avez bien remarqué que la crise de l'Occident non seulement est une crise de la manipulation, c'est une crise de l'identité, mais c'est une crise qui met en exergue la valeur occidentale la plus claire, la violence. Vous voyez très bien que le problème en Occident, c'est que chaque fois qu'il y a un crime, on cherche l'identité du meurtrier ou l'identité de la victime. Si le meurtrier est un noir ou un musulman, il est présenté comme tel. Si la victime est un juif, on dira que cette victime est victime parce que elle est victime de sa propre identité. Les sociétés qui veulent vivre dans une cohésion sociale plus ou moins admirable ne jouent pas à ce jeu. Pas parce qu'elles veulent se détourner du vrai enjeu de la diversité, mais parce qu'elles savent plus ou moins qu'en lisant vos livres, il y a des références. J'ai souvent entendu qu'en termes de proportion, les délinquants sont plus nombreux dans les camps des hommes de couleur et des musulmans que des autres. Alors que tout le monde sait qu'un enfant qui naît dans un milieu où la misère est grandissante et existante a tout au moins plus de chances d'être délinquant que tout autre enfant. Donc, ce transfert de données est un transfert volontaire pour toujours entretenir l'ambiguïté autour des acteurs ou des victimes. Et vous avez constaté que le crime le plus récent en Amérique a été commis par, entre guillemets, un blanc qui a assassiné 18 personnes, j'ose croire les non-juifs. Et puisque c'était un blanc, la raison évoquée, c'est une instabilité psychologique. Puisque les victimes sont des personnes quelconques, ça ne fait pas l'actualité, il n'y a pas de débat autour de cette violence urbaine. Or, vous savez tous que si l'auteur de ce crime odieux était un musulman, on aurait tout de suite trouvé une corrélation entre cette personne et la crise qui sévit au Proche et au Moyen-Orient. Et on le fait parfois volontairement. Et une fois qu'on établit cette corrélation, en suscitant plus ou moins la passion qui viendrait d'une affection liée ou relative à une religion, on est surpris que ces crises soient transposées dans leur pays. Il faut dire que pour ceux qui sont les Africains comme moi, qui avons eu la chance de connaître la résistance, nous savons très bien que le narratif à nous imposer ne va pas être accepté. Parce que ce soit l'ANC, que ce soit dans mon pays, le Cameroun, l'UPC, toutes ces organisations ont été à un moment donné qualifiées d'organisations terroristes et les leaders ont été identifiés comme des terroristes. D'ailleurs, Nelson Mandela, après quelques années en prison, a pu survivre parce qu'il fallait donner un visage humain à l'occidentalisation. Mais dans notre pays, qui est le père de l'indépendance, a été sauvagement assassiné, c'est-à-dire traité comme tel. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir cette relation affective avec leur histoire de la résistance, on ne peut pas nous imposer
un narratif consistant à dire, peux-tu oui ou non dire si le Hamas est un mouvement terroriste. D'ailleurs, à cet effet, quelqu'un avait dit que le terrorisme n'est pas une identité, le terrorisme est un mode opératoire. Et depuis le 7, nous sommes aujourd'hui le 31, c'est-à-dire 24 jours après, les gens veulent toujours susciter des passions en révélant des récits plus ou moins enjoliveurs. J'ai envie de dire que les sommations adressées aux gens de Gaza pour leur demander de quitter leur lieu, pour justifier le fait que ce ne soit pas un génocide, est une petite blague. C'est comme si quelqu'un venait larguer une bombe dans mon quartier bien avant. Il me demande de quitter ma maison. Je vais quitter ma maison pour aller où? Puisqu'il n'y a pas un autre lieu où je pourrais y aller. Est-ce que je vais me retrouver dans la rue? Le reste, ça se passe comment? Quand on a connu tout ça, il y a de fortes chances que l'on puisse dire que les principaux acteurs de cette crise se recrutent dans deux classes. Il y a ceux qui croient au droit de la force, c'est-à-dire l'Occident, qui ne revient jamais sur les résolutions de 1948, qui préconisent une solution à cette crise, comme l'existence de deux États qui cohabitent côte à côte, et il y a ceux qui croient à la force du droit. Vous allez bien remarquer que depuis que cette histoire a commencé, les pro-palestiniens invoquent toujours les Nations Unies comme une des solutions à leur crise, et les autres invoquent la crise et la force, c'est-à-dire la puissance meurtrière de leurs amis. Mais tout homme sérieux pourrait se poser la question de savoir, et après? On ne peut pas éradiquer le Hamas, peut-être on va effacer le nom, mais viendra une autre organisation aussi puissante, plus que le Hamas. Tout le monde le sait, parce que ceux qui invoquent le droit d'Israël à se défendre doivent se poser la question de savoir quel est l'être humain qui subit une injustice sans réagir. Ceux qui invoquent le droit d'Israël à se défendre savent très bien que par cette déclaration, ils invoquent aussi le droit de la Palestine à résister ou de quelques Palestiniens à résister. Ceux qui justifient la barbarie outrancière et meurtrière de l'armée d'Israël à partir des événements du 7 octobre justifient par la même logique la réaction des événements du 7 octobre suite à de nombreuses exactions subies par le peuple palestinien depuis au moins 75 ans. Nous voulons dire que aujourd'hui plus que jamais, il ne faut pas que ceux qui sont en responsabilité, ont été à responsabilité de la souffrance juive, se sentent aussi responsables au point d'oublier la lucidité face à un crime de masse. Les gens le disent sans doute. Gaza a cessé d'être une prison à ciel ouvert pour être un vaste cimetière. Demain, l'histoire retiendra que face au génocide du peuple du Gaza, il y a ceux qui ont choisi le silence. Or, nous savons tous que choisir de se taire face à une injustice, c'est être du côté de l'oppresseur. Et rien ne pourra ébranler le secrétaire général des Nations Unies qui, en rappelant tout simplement le fait que ce qui est arrivé le 7 était les conséquences des causes précédentes, a subi l'arrogance des gens qui croient dominer le monde.
aujourd'hui plus que jamais, nous disons non à toute manipulation qui voudrait identifier tous ceux qui prennent fait et cause pour le peuple de Palestine comme des Arabes. Nous disons non à cette manipulation-là. Nous disons non à la confiscation des médias par les gens de l'extrême droite. Nous disons non à ce narratif que veut nous imposer les lobbies. Et comme un peuple debout, nous nous tenons aux côtés des peuples opprimés. Je vous remercie.